Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à cette session dédiée à la présentation des résultats de notre enquête sur les pratiques des entreprises françaises en matière de dispositifs d'alerte interne en 2021. Alors, j'ai le plaisir d'avoir à mes côtés aujourd'hui Raphaëlle Bauve, directrice éthique, compliance et privacy chez Corian. Alors, le groupe Corian, ce sont 1000 établissements EHPAD, 57 000 collaborateurs répartis dans 7 pays. Et à mes côtés également, Nicolas Guillaume, associé chez Grant Thornton France. Alors, Nicolas, vous êtes en charge des activités de conseil en gestion des risques, compliance et forensique chez Grant Thornton France. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Alors, cette étude sur les dispositifs d'alerte interne a été réalisée pour la 3e année par EQS Group en collaboration avec la Haute École spécialisée des Grisons en Suisse. Et la protection des lanceurs d'alerte, on le sait, c'est un sujet qui a vraiment gagné en importance ces dernières années et plus particulièrement dans le contexte de la loi Sapin 2 et de la directive européenne sur la protection des lanceurs d'alerte. Et aujourd'hui, nous avons le plaisir de vous présenter les résultats de cette étude sur les pratiques des entreprises européennes en matière de dispositifs d'alerte interne, avec un focus aujourd'hui sur les entreprises françaises. Alors, comme le rapport de 2019 sur les alertes professionnelles, le rapport 2021 couvre à nouveau les entreprises de 4 pays européens, à savoir l'Allemagne, la France, le Royaume-Uni et la Suisse. Alors, les analyses sont fondées sur les données d'une enquête en ligne à laquelle ont participé 1239 entreprises au total, dont 291 en Allemagne, 338 en France, 296 au Royaume-Uni et 314 en Suisse. Alors, l'échantillon comprend environ un tiers de petites et moyennes entreprises, ce qu'on appelle PME, de 20 à 249 salariés, et environ 2 tiers de grandes entreprises d'au moins 250 salariés. Alors, les personnes qui ont répondu à ce questionnaire sont soit en charge de la conformité, ou ont au moins une compréhension approfondie de la conformité. Alors, l'enquête de cette année a pour objectif de comprendre dans quelle mesure les entreprises sont touchées par des actes répréhensibles, combien d'entreprises ont mis en place un canal de signalement afin de prévenir et détecter les actes répréhensibles, et comment ces dispositifs d'alerte interne sont mis en œuvre et utilisés. Alors, la nouveauté de ce rapport 2021, nous allons voir dans quelle mesure les entreprises sont préparées à se conformer aux exigences de la directive européenne, qui doit être, comme vous le savez, ou pas, transposé en droit national d'ici le 17 décembre 2021 pour les entreprises d'au moins 250 salariés et plus, et d'ici décembre 2023 pour les entreprises de 50 à 249 salariés. Alors, ce webinaire n'a pas, on ne va pas vous présenter les résultats complets, il s'agit d'extraits de ces résultats. Mais je le répète encore une fois, il s'agit de vous présenter des résultats avec un focus France. Alors, dans ce premier volet de résultats, nous allons voir dans quelle mesure les entreprises françaises sont touchées par des actes répréhensibles et quels ont été les préjudices financiers causés par ces actes répréhensibles. Alors, pour la phase d'observation, on constate que des actes répréhensibles se produisent dans environ une entreprise française sur 3. Alors, on entend par acte répréhensible un comportement illégal ou contraire à l'éthique qui viole les dispositions légales en vigueur ou les principes éthiques de la société. Alors, l'étude montre que les grandes entreprises et les entreprises opérant à l'étranger sont plus fréquemment touchées par des actes répréhensibles. Et l'étude nous montre également aussi que la probabilité d'être touchée par des actes répréhensibles est plus élevée dans des entreprises subissant des réductions de personnel liées à la pandémie de Covid-19 ou dans lesquelles une grande partie des salariés s'est retrouvée en télétravail. Et pour les entreprises françaises touchées par des actes répréhensibles, on note que la proportion de préjudices financiers entre 10 000 et 99 999 euros y est la plus élevée et représente 28,8% des entreprises françaises. Elles sont une entreprise sur 4 à avoir subi un préjudice financier représentant un montant supérieur à 100 000 euros. Et elles sont 16,2% à ne pas avoir subi de préjudice financier suite à des actes répréhensibles. Alors, pour prévenir et détecter à un stade précoce les comportements illégaux, ou contraire à l'éthique, les entreprises interrogées
ont recours à divers instruments, comme les outils électroniques d'analyse de données, l'audit interne, l'audit externe, le chargé de conformité, le code de conduite, voire le message clair de la direction qui aborde le thème activement et ouvertement. Et il y a aussi le dispositif d'alerte interne que 64% des grandes entreprises françaises interrogées ont mis en place. Et par dispositif d'alerte interne, on entend un canal de signalement en dehors de la chaîne ou la ligne d'alerte hiérarchique, permettant aux lanceurs d'alerte de signaler des actes répréhensibles avérés ou supposés. Alors, on note que la France a le taux d'équipement le plus faible d'Europe, puisque ce chiffre est de 54%, toutes entreprises confondues, et de 64% pour les entreprises, les grandes entreprises, pardon, et ce malgré la loi Sapin 2 qui est entrée en vigueur, comme vous le savez, depuis juin 2017 pour les entreprises de plus de 500 salariés et le 1er janvier 2018 pour les entreprises de 50 salariés et plus. Alors, pour ce deuxième volet, il s'agit de comprendre les raisons qui plaident pour l'introduction d'un dispositif d'alerte professionnelle. Alors, les résultats ici nous montrent que les raisons pour lesquelles les entreprises françaises mettent en place un dispositif d'alerte sont variées. Alors, les 3 grandes motivations pour introduire ce dispositif d'alerte sont renforcer l'image d'entreprise éthique et intègre à 56%, professionnaliser le programme de conformité à 55%, et en troisième, éviter les préjudices financiers à 53%. Alors, l'obligation légale, on le voit ici, ne vient qu'en 8e position si on ne prend uniquement les réponses tout à fait vraies. Alors, par contre, si on combine les réponses tout à fait vraies et plutôt vraies, renforcer l'image d'entreprise éthique reste en première position. En seconde position, il s'agit de s'améliorer grâce aux alertes. Et en troisième, professionnaliser le programme de conformité. Donc là, on voit bien à travers ces résultats que pour les entreprises françaises, la protection des lanceurs d'alerte va bien au-delà d'une obligation réglementaire, mais qu'elle va de pair avec une culture d'entreprise éthique et durable, ce qui est plutôt très encourageant. Alors, Raphaël, quelles sont les raisons qui ont poussé Korian à se doter d'un dispositif d'alerte interne ? Je dirais que Korian, dans le fond, rejoint en grande partie les résultats qui ont été donnés. Sur que le premier argument pour nous sur la mise en place d'un dispositif d'alerte interne robuste au sein de Korian, c'est pas tant d'améliorer notre image d'entreprise éthique et intègre que de participer pleinement à notre démarche éthique interne qui est très forte au sein de Korian, où le management par les valeurs et par l'éthique est fondamental, particulièrement dans notre secteur d'activité, où on s'occupe, comme vous l'avez rappelé, de personnes âgées et fragiles. Par définition, nos risques en termes de devoirs de vigilance les plus importants sont vis-à-vis de ces populations qui, pour certaines, sont dans l'incapacité totale de se défendre elles-mêmes et de signaler des actes dont elles pourraient être victimes. Je pense notamment à des actes de maltraitance ou des privations de liberté. Donc, pour nous, voilà, la mise en place de ce type de dispositif est intrinsèque, on va dire, aux objectifs stratégiques et à la mission de notre entreprise. Ensuite, je dirais évidemment qu'on est convaincu de l'utilité et de l'efficacité de ces dispositifs et que le fait de mettre en place un dispositif d'alerte professionnelle répond aussi à la professionnalisation de notre dispositif de conformité. C'est aussi une part intégrante de la culture, de la speak-up culture qu'on veut développer au sein de Korian, où il est évidemment très important que les salariés, les résidents, les patients, les familles se sentent autorisés à parler de ce dont elles ont pu être victimes ou témoins, ou tout simplement qu'elles se sentent aussi autorisées et qu'elles sachent vers qui se retourner quand elles ont un dilemme éthique qu'elles doivent résoudre. Le but de la mise en place de ce dispositif étant avant tout de prévenir les risques et les préjudices avant qu'ils arrivent. Donc vraiment, pour nous, le dispositif d'alerte est aussi une partie intégrante de la démarche de qualité de l'entreprise. On le sait, une conception efficace du dispositif d'alerte est essentielle si on veut qu'il fonctionne bien. Alors, les entreprises proposent aux lanceurs d'alerte en moyenne 2 à 3 canaux de signalement pour contacter l'entreprise.
Alors, on voit bien que les canaux classiques, que sont l'email, le téléphone, la rencontre personnelle, sont les plus déployés, car plus faciles à mettre en place. Et comparé à 2018, on note une baisse des visites personnelles, sûrement liée à la pandémie de Covid-19, et on voit également monter des emails plus simples à mettre en place. Alors, concernant les canaux dits spécialisés, ceux qui nécessitent une mise en place un peu plus complexe, comme la plateforme digitale, on voit qu'elle arrive en tête des plateformes ou des canaux dits spécialisés, et on note même une progression par rapport à 2018. Alors, il est vrai que la plateforme digitale fait partie des bonnes pratiques, puisqu'elles sont à même de garantir la confidentialité ou l'anonymat des cas échéants des lanceurs d'alerte. Et elles sont entre autres en mesure de répondre aux normes de sécurité et aux exigences en matière de protection des données, et elles facilitent grandement le traitement des alertes. Alors, la bonne pratique plusieurs canaux de signalement afin de s'adapter aux habitudes des employés et ainsi maximiser les chances de remonter des alertes. Alors, Nicolas, qu'en est-il dans les entreprises que vous accompagnez lors de la mise en place de dispositifs d'alerte interne? Écoutez, je crois que ça reflète assez bien, voire très bien la situation. Alors, on est même, moi j'étais même un petit peu surpris de voir que les mails et le téléphone continuaient à progresser de cette manière-là, puisqu'on voit quand même une forte évolution des plateformes. Et après, je pense que ce qui est intéressant aussi à avoir en tête, c'est que comme le montre l'étude, c'est pas un fonctionnement exclusif, c'est des canaux qui se combinent ou qui se complètent les uns les autres, avec un sujet quand même autour de tout ce qui est la traçabilité, la confidentialité de l'information, parce qu'on voit bien qu'il y a certains canaux qui sont quand même moins facilement adaptés ou adaptables à ces exigences de sécurité. Et un point qui me semble important et qui doit certainement se loger derrière cette notion de visite personnelle, c'est que on a quand même un certain nombre de clients qui disent mais on ne veut pas opposer finalement la technologie au management, et le management doit pouvoir rester la première ligne et le premier point d'entrée, mais ça n'empêche pas derrière de donner des consignes pour que les alertes que collecte le management puissent être traitées derrière dans la plateforme pour bénéficier de toute la sécurité, de tout l'environnement et de tout le process qui peut avoir avec. Donc, je suis d'accord avec l'analyse que vous faisiez en disant certainement que la crise n'a pas facilité les visites. Je pense que ça va malgré tout se maintenir dans le temps, quitte après à utiliser en complément la plateforme, parce que ça peut être un bon moyen justement de tracer et de garantir cette confidentialité qui est quand même un moyen de protection essentiel pour les lanceurs d'alerte. Merci Nicolas. Alors, à qui s'adresse le dispositif d'alerte interne? Donc, les dispositifs d'alerte s'adressent pour la majorité des entreprises principalement aux employés, avec en moyenne 1 à 2 parties prenantes autorisées à signaler les comportements contraires au code de conduite de l'entreprise. Et les canaux de signalement sont, on le voit ici, très peu ouverts aux fournisseurs et au grand public. Alors, Nicolas, à qui s'adressent généralement les dispositifs d'alerte interne dans les entreprises que vous accompagnez au quotidien? Alors bien sûr, les employés, enfin, j'allais dire, c'est non négociable, c'est le noyau dur de tous les dispositifs. Après, on voit effectivement que les stratégies des entreprises peuvent être très différentes sur ces questions-là, alors plus ou moins contraintes par la loi. Pour prendre juste un exemple, par exemple, si vous êtes une entreprise qui est soumise au devoir de vigilance en France, donc plus de 5000 salariés ou 10 000 à l'international, vous avez une obligation par la loi d'aller sur la notion de fournisseur et la notion de partenaire. Et donc, les très grandes entreprises qui sont concernées vont naturellement y aller. Mais au-delà de ça, on voit que petit à petit, cette notion de partie prenante est de mieux en mieux intégrée, notamment sur tout ce qui est clients et fournisseurs. Après, les concurrents, c'est peut-être un peu moins évident, mais du moment que vous ouvrez à vos parties prenantes externes et notamment à vos fournisseurs,
si un concurrent a quelque chose à dire, il pourra toujours trouver l'adresse pour le dire et s'en saisir. Mais on voit que c'est des systèmes qui s'étendent. Là, on est en train de voir sortir des appels d'offres, par exemple, et aussi sur des écoles qui veulent mettre en place des systèmes d'alerte pour leurs étudiants, parce qu'on a vu qu'il y avait des sujets de violence dans ce milieu-là. Alors peut-être parce qu'on vient de passer les semaines d'intégration avec toutes les vieilles pratiques qui peuvent exister autour de ça. Mais on voit que c'est quelque chose qui s'ouvre de plus en plus et qui est ouvert de plus en plus à un grand nombre de parties prenantes. Et pour les raisons qu'évoquait Raphaël tout à l'heure, c'est que c'est des systèmes qui sont efficaces et qui permettent vraiment aux entreprises de mettre en œuvre de manière active une politique. Et ces politiques d'éthique, ces politiques de conformité, ben, elles concernent de plus en plus l'ensemble des parties prenantes de l'entreprise. Merci Nicolas. Alors, dans plus de la moitié des entreprises européennes, et là je dis bien européennes, qui ont été interrogées et dotées d'un dispositif d'alerte, les lanceurs d'alerte peuvent effectuer des signalements sans révéler leurs identités. Alors, c'est-à-dire de manière anonyme. En revanche, cette proportion est inférieure à 50% dans les entreprises françaises. Alors, si la France, on le voit, attend des lanceurs d'alerte qu'ils dévoilent leur nom, ils sont le plus fréquemment assurés de la confidentialité comparée aux autres pays européens. Alors, Raphaël, est-ce que vous autorisez les signalements anonymes chez Corian ? Alors, ça a été un vrai débat et dont ce graphe, ces statistiques rendent compte. Hein. On voit quand même que la France est encore le pays où la possibilité de faire des alertes anonymement est le plus faible en comparaison des autres. On l'a eu tout simplement parce que malgré le fait qu'on ait plusieurs canaux d'alerte possibles au sein de Corian, on a une plateforme externe, on a évidemment la ligne hiérarchique, la ligne RH, on a des points de contact compliance au sein de toutes les directions juridiques. Malgré ça, on reçoit notamment en France beaucoup de courriers anonymes, notamment au niveau de la direction générale du groupe. Et ces courriers peuvent être manifestement rédigés soit par des salariés, soit par des familles, par des patients qui ne veulent pas dévoiler leur identité, notamment par peur de représailles. C'est ce qui est le plus souvent allégué. Donc, c'est évidemment quelque chose que l'on prend extrêmement au sérieux et qui ne fait pas, c'est pas forcément un constat qui fait spécialement plaisir parce que bon nombre de ces courriers anonymes sont fondés. Et donc, ça veut dire à la base que si ces personnes sont passées par des canaux, c'est qu'elles n'ont pas eu confiance en tous les autres canaux d'alerte existants ou alors qu'elles ne les connaissaient pas. Donc, on a décidé de retravailler sur un plan de communication beaucoup plus pédagogique sur les différents canaux d'écoute et de signalement qui existent, et puis de permettre récemment l'anonymat sur notre plateforme d'alerte externe. Voilà, on peut y aller de manière anonyme, et ce qu'on explique, c'est que on préfère toujours dialoguer avec quelqu'un via une plateforme sans connaître son identité que recevoir un courrier anonyme où pour le coup on a à peu près zéro chance de pouvoir à un moment rentrer en contact avec la personne à l'origine du signalement. Et ce qui se vérifie, ce qui avait déjà été mis en exergue dans des précédentes études que vous aviez faites, c'est que la majorité de ces alertes ne sont pas diffamatoires et les gens ne se cachent pas derrière l'anonymat pour diffamer. Bien au contraire, et à partir du moment où on arrive à établir un contact avec elles via le dispositif d'alerte et qu'elles sont en confiance, elles dévoilent d'elles-mêmes leur identité, et c'est quand même beaucoup plus confortable à la fois pour investiguer et aussi pour garantir qu'elles ne soient en aucune manière victimes de représailles. Donc oui, on l'a fait, mais récemment. Merci Raphaël. Alors, dans le chapitre communication, à qui l'entreprise communique-t-elle les conséquences d'un acte répréhensible découvert? Alors, près de 40% des entreprises françaises ne communiquent pas sur les conséquences d'un acte répréhensible découvert. Et pour les entreprises qui communiquent, une entreprise sur deux le fait auprès des employés. Alors, résultat, dans ce chapitre, on va voir le nombre d'alertes reçues. Donc, les dispositifs d'alerte interne recueillent en moyenne 34 alertes en 2020
avec en moyenne 6 alertes pour les PME et 46 alertes pour les entreprises de plus de 250 salariés. Alors, il s'agit ici d'une moyenne pour toutes les entreprises européennes, mais il a été constaté que la variable pays n'avait pas d'impact sur les statistiques, donc nous pouvons assumer que ces chiffres sont proches, voire similaires pour la France. Alors, par rapport à 2018, les entreprises ont reçu beaucoup moins d'alertes en 2020 et ce chiffre était de 52 alertes en moyenne par an en 2018. Et cela est probablement dû à la pandémie de Covid-19 qui a entraîné peut-être certains dysfonctionnements dans les processus et les structures, y compris au niveau des dispositifs d'alerte. Alors, on note ici que 57% des entreprises françaises dotées d'un dispositif d'alerte n'ont pas reçu d'alerte en 2020. Alors, le fait qu'une entreprise ne reçoive aucune alerte ou très peu peut signifier d'une part qu'il y a peu ou pas de comportement contraire au code de conduite de l'entreprise, donc tout va bien. Mais d'autre part, cela peut également indiquer que le dispositif d'alerte interne est mal conçu. Alors, par exemple, ça peut être dû à un manque de communication ou un manque de confiance de la part des parties prenantes. Alors, sur la base des données disponibles, la cause de ce phénomène ne peut être déterminée de manière concluante. Alors, Raphaël, vous en recevez, vous, des alertes ? Oui, on en reçoit. Je dirais que dans le dispositif d'alerte professionnelle externe à l'entreprise, donc on a une plateforme dédiée à ça, on en reçoit globalement peu. L'année dernière, on en a reçu que 9, un peu moins que l'année précédente. Cette année, on en est à une dizaine sur seulement 2 pays sur les 7 où le groupe est implanté. Par contre, via les autres canaux d'alerte, notamment la voie hiérarchique, on en reçoit beaucoup plus. Par contre, on note une augmentation croissante du nombre d'alertes répertoriées au sein du groupe qui croît, mais aussi, et je l'espère, parce que les dispositifs d'alerte interne sont mieux connus. Et en tout cas, on voit ça, ça ne fait jamais plaisir de recevoir une alerte. En tout cas, le fait de recevoir de plus en plus d'alertes ne nous alerte pas. On voit ça vraiment comme une perspective de progression et la plupart du temps, ça permet, comme je le disais précédemment, d'intervenir avant que des préjudices se réalisent ou des préjudices trop graves. Donc, on est à peu près, on répond à peu près à ce qui est mis dans ces statistiques, un peu plus en moyenne quand même. Merci. Alors, plus de 60% des alertes en France sont pertinentes. Donc, concernant la pertinence des alertes, on le voit, 60% donc, de ces alertes reçues par les entreprises se sont révélées pertinentes et payantes. Alors, le rapport de 2021 confirme une fois de plus que l'utilisation abusive des canaux de signalement est une exception absolue. Donc, on voit bien ici que les dispositifs d'alerte constituent donc un instrument efficace pour détecter des actes répréhensibles et contribuent ainsi à protéger la réputation de l'entreprise. Alors, les alertes abusives dont l'intention est de nuire délibérément à des salariés ou à l'entreprise ou qui reposent sur des motivations purement opportunistes, eh bien, elles sont plutôt rares. Sur le prochain slide, donc, parmi les alertes pertinentes, près de 60% portent sur des actes répréhensibles dans le domaine des ressources humaines, de la finance, la protection des données, sécurité des réseaux et des systèmes d'information. Alors, on imagine bien que la nature des alertes reçues diffère en fonction du secteur d'activité et que les résultats sont peut-être différents pour vous, Nicolas, dans les entreprises que vous accompagnez sur le dispositif d'alerte ou Corian également. Oui, peut-être pour commencer, je pense que c'est effectivement extrêmement dépendant à la fois de l'entreprise,
de son secteur d'activité, de ce qu'elle a décidé de mettre aussi dans son système d'alerte, puisque pour mémoire, toutes les entreprises n'ont pas fait le choix d'avoir un système d'alerte intégré qui remonte dans un seul vecteur toutes les alertes qui peuvent exister. Donc, vous pouvez avoir des systèmes différenciés en fonction des natures de problèmes que vous voulez traiter, un dédié aux risques psychosociaux, un autre dédié plutôt au sujet de criminalité financière, etc. Donc, forcément, il y a des écarts. Il y a des écarts aussi liés à la culture de l'entreprise, c'est-à-dire depuis quand on parle de ce sujet, est-ce que c'est très récent ou est-ce que c'est plus ancien? Vous avez des entreprises dans lesquelles c'est aujourd'hui très bien admis et où finalement on arrive à remonter toutes les typologies, d'autres sur lesquelles c'est beaucoup plus récent. Moi, je suis assez confortable avec les chiffres que vous montrez là. C'est vrai que quand il y a un sujet, enfin plutôt quand le dispositif traite la totalité des sujets, c'est vrai que en termes de volume, on est plutôt sur une masse importante autour des problématiques RH. Après, en termes d'intensité, vous avez parfois moins de sujets, souvent moins de sujets autour des problématiques de fraude et de corruption. Par contre, quand vous avez un sujet qui remonte et qu'il est pertinent, ça peut être assez douloureux en général, parce que par rapport à ce que disait Raphaël, autant sur des sujets RH, on peut être assez vite dans de la prévention, autant quand on est sur de la fraude et sur de la corruption, on est souvent sur des choses qui, en fait, vous avez une statistique qui existe où on dit qu'une fraude, il faut en moyenne 18 mois pour la détecter. Quand ça remonte par les systèmes d'alerte, souvent ça a déjà tourné pendant un certain nombre de mois, et donc il peut y avoir des dégâts qui ont été déjà importants. Donc il y en a souvent moins, mais parfois un petit peu plus douloureux. Ce qui est un peu plus surprenant, c'est de voir les sujets d'environnement aussi bas. Et je pense que ça, avec l'ouverture sur les parties prenantes qu'on évoquait tout à l'heure, et notamment avec ces lois comme le devoir de vigilance qui ont tendance à s'étendre et dont on sait que les seuils sont appelés à baisser en termes de taille d'entreprise, on peut imaginer que dans les années à venir, les problématiques d'environnement vont apparaître de manière plus importante dans ces systèmes d'alerte et vont remonter un petit peu plus. Merci Nicolas. Ouais, je partage complètement ce qui a été dit par Nicolas. Chez nous aussi, on a fait le choix de rassembler tous ces sujets, alors non pas au sein d'un canal unique d'alerte, mais on a quand même une concaténation, on va dire, des différentes alertes qui remontent via les différents canaux qui peuvent être en effet strictement RH ou strictement prévention des risques, qualité, accès, notamment sur la prise en charge des patients et des résidents. On reste quand même sur une majorité d'alertes à caractère RH, ce qui n'est pas surprenant dans un groupe de près de 60 000 salariés où on fait purement du travail humain et où déjà structurellement les tensions RH sont fortes, notamment au niveau du recrutement et d'un taux de turnover dans le secteur structurellement qui est élevé. Mais ensuite, et c'est un peu propre au secteur de la santé, on a des statistiques plus importantes évidemment sur ce qui est respect des droits de l'homme, des libertés fondamentales. Voilà, comme je disais, à partir du moment où on a un public de personnes structurellement fragiles, on est très, très, très attentif à ces sujets-là et on en a. Et également le sujet de la protection des données, qui est clé évidemment dans le secteur de la santé et où on voit que le nombre de data breach est malheureusement en augmentation. Voilà, mais peut-être aussi avec une sensibilisation renforcée des équipes et qui remonte du coup de manière plus récurrente des alertes quand elles ont pu les constater et les identifier comme telles. Merci Raphaël. Alors, les entreprises, on le voit, tirent profit de leur dispositif à la fois sur les plans financiers, comme sur ce graphique, mais également non financiers. Alors, d'une part, en 2020, plus d'un quart des entreprises interrogées ont réussi à découvrir plus de 80% du préjudice financier total résultant d'actes répréhensibles, et ce, grâce au dispositif d'alerte. D'autre part, les entreprises interrogées ont également bénéficié d'avantages, donc on ne le voit pas sur ce graphique, mais qui ne sont pas financiers, comme une meilleure compréhension de la conformité chez les salariés, l'amélioration des processus et le renforcement de l'intégrité, ainsi que la professionnalisation du programme de conformité, gestion de la conformité. Alors, dans ce volet, il s'agit de comprendre
le niveau d'adhésion au contenu de la directive européenne sur la protection des lanceurs d'alerte. Alors, lorsqu'on demande aux entreprises si elles considèrent que les règles et les exigences de la directive européenne sur la protection des lanceurs d'alerte sont utiles, l'accueil est globalement positif, avec notamment 71,3% des entreprises françaises qui les jugent utiles. Alors, elles estiment même qu'il faudrait aller au-delà des critères minimums. Par exemple, 84,5% des personnes interrogées pensent que cette loi doit protéger tous les lanceurs d'alerte de la même manière, qu'il s'agisse de violations éventuelles du droit européen ou national. 83,3% des personnes sont d'accord pour dire que les alertes anonymes fondées devraient faire l'objet d'une enquête, d'une part, et d'autre part, qu'il devrait y avoir une obligation d'accepter les alertes anonymes, et ce, pour 71,7% des entreprises françaises. Elles sont par contre 55% à avoir examiné en détail l'impact de la directive sur le processus et les structures internes, ce qui nous amène au slide suivant sur le degré de préparation des entreprises à la directive européenne. Et là, à ce jour, on constate, comme vous le voyez sur ce graphique, qu'une minorité des entreprises a déjà pleinement mis en œuvre la directive. Alors, l'une des raisons est que la directive n'a pas encore été transposée en droit national dans de nombreux États membres de l'Union européenne, dont la France, puisqu'ils ont jusqu'au 17 décembre 2021 pour les entreprises de plus de 250 salariés pour la transposer. Alors, en France, on le sait, une proposition de loi visant à transposer cette directive européenne a été déposée à l'Assemblée nationale par le député Sylvain Waserman, et le texte devrait être discuté à l'automne. Alors, du coup, de nombreuses entreprises sont donc encore dans l'expectative et ne ressentent du coup aucune urgence à agir. Voilà, donc là, je viens de vous présenter les principaux résultats du rapport 2021 sur les alertes professionnelles. Sachez que l'étude est disponible gratuitement donc sur le portail d'EQS Group dédié au dispositif d'alerte interne qui s'appelle Integrity Line. Donc, vous pouvez retrouver l'étude sur www.integrityline.com/fr, puis aller directement sur la section expertise ou aller directement sur l'URL que vous voyez apparaître sur cet écran. Alors, vous avez deux versions qui sont disponibles sur le site. La version résumée qui fait à peu près 16 pages. Donc là, c'est tout simplement un résumé du rapport. Et le rapport complet, par contre, fait à peu près 90 pages et est également disponible sur le site en version anglaise pour le moment. Et il le sera très, très prochainement disponible en version française. On peut laisser place aux questions. Alors, c'est vrai que l'audience a la possibilité de poser des questions. Alors, on ne l'a peut-être pas précisé, mais en tout cas, on dédie effectivement une session aux questions-réponses. Vous pouvez commencer à y répondre. Donc, on a une question. Alors, on a une question peut-être pour vous, Nicolas. Le projet de texte de transposition de la directive prévoit-il une obligation d'accepter les alertes anonymes ? Alors, à ma connaissance, c'est pas dans la directive, c'est un point qui est laissé à l'initiative des pays, mais avec une recommandation forte. Ah, pardon. Si, mais avec une recommandation forte de le faire. Mais
comme toutes les directives européennes qui doivent être transposées, il y a quand même toute une série de sujets qui sont laissés à l'initiative des pays, des États membres. Et sur ce sujet-là, je pense qu'on est exactement dans ce qu'évoquait Raphaël précédemment, c'est-à-dire que on sait tous aujourd'hui, quand on a un peu de recul, que les alertes anonymes, c'est une bonne chose. C'est une bonne chose, non pas sur le principe d'être anonyme, c'est pas ça la question, mais c'est que ça permet quand même d'installer le dialogue pour des gens qui sont un peu, qui peuvent être nerveux, qui peuvent appréhender la suite. Et souvent, une fois que le dialogue est installé, l'anonymat se lève assez naturellement. C'est assez rare les gens qui sont arc-boutés sur l'anonymat, mais par contre, le permettre, c'est vraiment bien. C'est vraiment quelque chose qui marche parce que ça installe le dialogue et on peut faire des choses qui sont constructives. Et c'est vrai que dans l'étude, donc le rapport de 2021 sur les alertes professionnelles, on voit bien que l'anonymat des alertes n'entraîne pas une augmentation d'alertes abusives. Ce n'est absolument pas lié. Le fait d'autoriser les signalements anonymes n'entraîne pas d'alertes abusives. On a une autre question. S'il y a une augmentation des alertes, comment faites-vous la distinction entre une dégradation des comportements ou une meilleure remontée des actes répréhensibles? Très bonne question. C'est compliqué. C'est compliqué à distinguer. D'emblée, on va se dire que si on a une augmentation des alertes, c'est que le dispositif est mieux connu. Après, ça s'analyse vraiment alerte par alerte. Il y a des alertes où on voit que ce n'est que du comportement individuel et malgré toutes les mesures de prévention qu'on peut mettre en place au sein de l'entreprise, une charte éthique, des formations, du mentorat, du gaming, on fait énormément de choses. Ça n'aurait pas pu changer ce comportement individuel. Et puis des cas beaucoup plus préoccupants où en fait quand on analyse l'alerte, par exemple si je prends le cas chez nous au sein d'un établissement, d'une clinique ou d'un EHPAD, on se rend compte que certes c'était un cas isolé individuel, mais en fait qu'il a été permis parce que ce salarié, notamment, évolue dans un contexte qui lui a permis, relativement permissif, avec le fait que, d'une manière générale, lui, comme d'autres, sont habitués à franchir la ligne. Et là, c'est plus préoccupant. Et dans ces cas-là, on va dire le rôle du traitement de l'alerte ne s'arrête pas simplement à la compliance ou aux ressources humaines sur des prises de décision individuelles, mais à ce moment-là, c'est toute une politique d'audit de qualité sur un établissement qui est revu et où on remet le paquet. Donc voilà, je dirais ce qui est important, c'est l'analyse au cas par cas et puis de voir si on est dans un cas individuel ou un peu plus systémique où là, il faut mettre le paquet. Merci Raphaël. Alors, merci pour cette session très intéressante. Merci. Mon expérience est que les sujets RH se retrouvent souvent de façon erronée ou abusive dans les systèmes d'alerte. Avez-vous des recommandations pour éviter cela? Je veux bien prendre le début au moins de cela. C'est vrai que c'est un constat qu'on fait souvent, c'est-à-dire que vous avez des multiplications des alertes le lendemain des entretiens annuels et des annonces de déclarations. Et donc, effectivement, on peut avoir tendance à remonter dedans des choses qui sont n'ont pas été agréables, qui n'ont rien à voir avec une alerte. Je pense que ce qui est très important, c'est à la fois en amont de travailler en amont et en aval. En amont, c'est plus on donne des exemples, des cas pratiques sur qu'est-ce qui peut constituer une alerte. Et donc, plus on va le retrouver aussi, par exemple, dans les formations, dans les e-learning, dans les sensibilisations qu'on délivre à l'ensemble des salariés pour qu'ils comprennent ce qui est possible ou ce qui n'est pas possible, mieux ce sera. Mais aussi, de prendre le temps de faire des retours d'expérience, c'est-à-dire de prendre le temps de faire, au bout d'un an de fonctionnement, de dire, voilà, alors pas bien sûr de rentrer dans les cas nominatifs, c'est pas ça le sujet, mais aller faire un bilan et dire, voilà, on a eu des scories dans le système avec tel et tel et tel et tel et tel type d'alerte qui n'en sont pas, et voilà pourquoi elles n'en sont pas, et pourquoi on ne peut pas les traiter, et par contre, voilà quel est le bon canal ou la bonne manière de traiter ça, parce que malgré tout,
les gens qui vont dans le système, c'est pas juste pour le plaisir d'aller dans le système, c'est quand même qu'ils ont un souci, qu'ils ont un problème et qu'ils voudraient le voir traité. Et leur indiquer que le problème de rémunération n'est pas une alerte, mais alors sauf si c'est de la discrimination, mais ça c'est autre chose, mais que dans 90% des cas, ça va se traiter avec le management ou avec la RH, mais en dehors du système d'alerte, que par contre les autres sujets sont bien là et au bon endroit. Et c'est des réflexes à faire acquérir par tout le monde, c'est une culture à faire évoluer, donc il faut former en amont et puis après capitaliser au fur et à mesure, faire des retours d'expérience pour que petit à petit les gens comprennent le mieux possible ce qu'on peut y faire ou ce qu'on ne peut pas y faire. Merci, je partage complètement avec ce que Nicolas a dit. En effet, ça fait partie des typologies d'alerte la plus difficile à déjà évaluer en termes de recevabilité. Bon, s'il s'agit en effet d'une question de rémunération, de paiement d'heures supplémentaires, voilà, sans compter les cas de discrimination, mais à proprement parler, ce n'est pas une alerte qu'on va considérer comme telle qui peut enclencher une enquête interne. Après, ce qui est beaucoup plus sensible, c'est tous les cas de mon manager m'a mal parlé, je me suis sentie pointée du doigt en réunion d'équipe, ou voilà, ou commence éventuellement une situation qualifiable peut-être de harcèlement avec une attitude managériale inappropriée une ou quelques fois, c'est sensible. Ça demande à ce que les équipes RH soient d'une manière générale attentives, comme l'a dit Nicolas, à toutes les alertes qui sont remontées parce que c'est rarement fait, je veux dire, sans aucun intérêt. Donc, elles soient regardées avec sérieux. Et puis aussi, je dirais, quand il y a des fois, parce que ça arrive anonyme ou pas, de types d'alertes à caractère RH sont là pour mettre en difficulté des managers. C'est important aussi d'accompagner les managers dans le traitement de ces alertes et dans les retours d'expérience, et non pas juste de dire l'alerte était irrecevable, on n'en tient pas compte. Un manager qui fait l'objet d'une alerte anonyme voilà, très méchante, envoyée à la direction générale du groupe, sans fondement, qui n'est pas accompagné derrière, c'est potentiellement un manager qui quittera les équipes demain. Donc, ça fait aussi partie, en tout cas chez nous, du processus de traitement des alertes à caractère RH, quand elles ne sont pas fondées, de soutenir aussi très fermement la personne qui avait fait l'objet d'accusation. Merci, Raphaël. Alors, autre question. Faute d'un cadre juridique contraignant en France pour les PME, qui sont comparativement aux pays européens très peu nombreuses à mettre en place un système d'alerte, comme le révèle l'étude, quelle politique incitative jugez-vous pertinente pour rattraper ce retard français ? Je ne suis pas sûr d'être d'accord avec le fait qu'il n'y ait pas de cadre juridique contraignant. C'est-à-dire qu'en fait, il y a un cadre juridique, il s'applique à toutes les entreprises de plus de 50 salariés, et derrière, il y a quand même toute une série de sanctions qui existent si on ne traite pas les alertes, si on freine le traitement d'une alerte, si on révèle des informations confidentielles. Enfin, c'est extrêmement encadré par la loi. Alors oui, il n'y a pas de contrôle de l'AFA pour les entreprises de plus de 50 personnes. D'accord, il n'y a pas de contrôle type article 17, mais par contre, je trouve que le cadre juridique, il est extrêmement contraignant et que toutes les entreprises peuvent être sanctionnées si elles ne traitent pas sérieusement les alertes et si s'il y a un recours qui est mené contre elles pour le non-traitement ou le mauvais traitement d'une alerte. Donc je pense que, comme souvent en France, juste mettre en œuvre les dispositions de la loi, ce serait déjà un bon début. Merci, Nicolas. Je partage, et puis de rappeler à tout entrepreneur, chef d'entreprise, qu'encore une fois, c'est ce dispositif d'alerte et la bonne gestion des alertes, c'est un principe avant tout de bon sens de gestion managériale. C'est les signaux faibles ou forts, mais de remontée de risques potentiels au sein de l'entreprise. Donc, ça, assez naturellement, ça devrait faire partie de la démarche qualité et d'amélioration continue de toute entreprise, peu importe sa taille, que ça soit, et notamment pour le bien-être déjà de ses salariés qui concourent indéniablement à la performance financière ou extra-financière de n'importe quelle entreprise. Merci. Alors, autre question. Comment s'assurer que les alertes remontées en dehors d'un système d'alerte digital soient correctement redirigées vers les services compliance ? Quid de la gestion des réserves des responsables à remonter ces alertes ?
Excellente question. Excellente question. Ça doit être à peu près dans l'ordre, ça doit être la deuxième ou la troisième question que pose l'AFA en cas de contrôle. La première, c'est combien vous avez d'alertes, parce que s'il n'y a pas d'alerte, c'est pas bon signe. Et la deuxième, c'est si vous avez un système, comment vous faites pour traiter les autres? C'est-à-dire, si vous avez une plateforme ou quelque chose de très organisé, comment vous faites pour garantir que les alertes qui sont en parallèle sont aussi bien traitées? Et ça reboucle un petit peu sur ce que j'évoquais tout à l'heure dans la présentation, et qui n'est pas une obligation, mais qui est une pratique qu'on voit de plus en plus dans un grand nombre d'entreprises, qui est de dire, même si vous recevez une alerte en tant que manager, rien ne vous empêche, et on peut même s'organiser et le prévoir, pour que vous puissiez aller saisir vous-même l'alerte dans le système et pour qu'elle rentre dans le process, qu'elle rentre dans le tuyau et qu'elle bénéficie de toutes les sécurités qui existent dans l'outil. Que le salarié, pour rester sur ce cas simple, que le salarié n'ait pas envie, lui, pour X raisons, d'aller dans la plateforme et de le saisir, c'est une chose. Ça ne vous empêche pas, vous, en tant que management, d'aller dans la plateforme, de la saisir et de dire que ce n'est pas vous qui émettez l'alerte, mais que vous ne faites que relayer une alerte pour qu'elle puisse bénéficier de tout le dispositif, qu'elle soit bien rentrée dans le reporting, que la compliance ait de la visibilité dessus et puisse s'assurer qu'on la traite avec le même niveau de sérieux et d'efficacité que les autres alertes. Par contre, le deuxième bout de la question, c'est les réserves des responsables. Les réserves des responsables, c'est ce qu'a déjà dit Raphaël plusieurs fois, c'est d'arriver à les convaincre que c'est utile pour l'entreprise. C'est-à-dire que ça a de la valeur pour l'entreprise, le traitement d'une alerte et son traitement efficace. C'est ça, c'est de la formation, de la communication, des retours de cas pratiques, convaincre que ça a une valeur pour tout le monde, et puis aussi rappeler les risques juridiques encourus par l'entreprise et par les personnes qui sont responsables du traitement des alertes si elles n'ont pas suivi, je veux dire, pour un certain nombre de grands groupes, comme le nôtre, il y a des procédures internes, voilà, qui expliquent comment recentraliser sur un unique canal, au moins pour information, le traitement de toutes les alertes. Mais quand ce n'est pas bien fait, c'est ces personnes-là qui très directement aussi engagent leurs responsabilités. C'est pas le premier discours que je tiens. Je préfère déjà arriver à convaincre tout le monde du bien fondé de la mise en place de la procédure et de la centralisation. Mais on va dire que pour les esprits les plus réfractaires, l'argument de l'engagement potentiel de la responsabilité, parfois pénale personnelle, est un argument qui peut fonctionner. Merci. Autre question. Bonjour. Alors, qui sont précisément les collaborateurs extérieurs pour lesquels la ligne de lanceur d'alerte doit être obligatoirement ouverte? Et cela signifie-t-il qu'on soit obligé de laisser le numéro sur le site Internet, par exemple? Alors, je ne crois pas qu'il y ait de liste définitive et absolue, même sur les collaborateurs extérieurs. L'idée qu'il y a derrière, c'est de dire, si vous avez donc ce qu'ils appellent des collaborateurs extérieurs ou des prestataires qui ont une suffisamment bonne vision du fonctionnement de l'entreprise et qu'ils ont quelque chose à dire, il faut qu'ils puissent le faire et il faut qu'ils puissent s'exprimer. Alors, je ne pense pas qu'en l'occurrence, le site Internet, si vous visez que cette population-là, soit la meilleure solution. Moi, je sais que nous, on a recommandé régulièrement à des clients, par exemple, de le mettre dans les contrats ou dans les annexes des contrats d'un certain nombre de ces prestataires. Alors, les exemples qu'on prend, qui sont très faciles, hein, mais par exemple, je sais pas, si vous avez un prestataire qui fait l'accueil, l'entretien du bâtiment, le restaurant d'entreprise, enfin, ou des prestations longue durée, etc. Une manière de faire assez simple est justement de dire, bah voilà, dans le contrat ou dans une annexe, de dire, bah, on a un dispositif d'alerte qui vous est ouvert et vos modalités d'accès à ce système et ce qui se passera si vous l'utilisez. C'est ce qu'on fait pour nos principaux fournisseurs, ou nos prestataires qui sont le plus dans nos murs. L'accès au dispositif d'alerte est mentionné dans les contrats. Après, est-ce que c'est suffisant pour transmettre l'information ? Je ne le pense pas. Donc ensuite, ça passe par voilà, le canal de la ligne managériale opérationnelle locale ou parfois par de l'affichage aussi qui est mis en établissement.
Mais c'est vrai que c'est plus compliqué d'aller joindre cette population et on n'a pas fait le choix, en tout cas à date, sur notre site internet, d'aller mettre un espèce de pop-up voilà, qui inviterait n'importe quel externe, comme voilà, des prestataires, à se dire ici notre dispositif d'alerte. Non, on n'a pas fait ce choix-là aujourd'hui. C'est dans les contrats. Alors moi, j'avais une question concernant la directive européenne sur la protection des lanceurs d'alerte. Elle met sur le même plan le canal interne et le canal externe, contrairement à la loi Sapin 2 qui qui privilégie le canal interne. Est-ce que c'est une bonne chose pour les entreprises françaises? En tout cas, c'est le vrai challenge. C'est-à-dire que le vrai sujet, il est là. C'est-à-dire que, parce que quand on regarde sur le fond, enfin, le contenu de ce qui était dans la loi Sapin 2 était déjà, enfin, est très très proche de ce qu'il y a dans la directive. Donc c'est absolument pas une révolution pour les entreprises françaises. Une entreprise française qui s'est mise en conformité au moment de Sapin 2, je ne pense pas que ça va bouleverser complètement son dispositif. Par contre, le vrai sujet, et je pense que quelque part, ça peut être ça un petit peu la sanction ultime du dispositif, c'est que comme les canaux externes et internes vont être beaucoup plus à égalité, qu'il y aura plus cette nécessaire escalade, je pense qu'un des vrais risques pour les entreprises, c'est si elles n'inspirent pas suffisamment confiance dans son dispositif, de laisser des alertes partir à l'extérieur. Et c'est a priori pas, ça va pas forcément être très agréable si vous avez un régulateur quelconque qui vient se mêler du traitement d'une alerte. Et on revient par exemple sur la question de l'anonymat. Si vous avez un système, si vous mettez en place un système d'alerte en interne qui interdit l'anonymat et qu'à côté il y a une solution externe où l'anonymat est permis, dans certains cas, quelqu'un qui aurait vraiment un sujet et qui serait vraiment pas confortable, préférera peut-être passer par l'extérieur plutôt que par l'intérieur. Et ce qui est toujours un petit peu plus risqué pour l'entreprise, puisque ça veut dire forcément faire rentrer un tiers dans le process, qui sera plus ou moins intrusif suivant le secteur d'activité, suivant le régulateur, suivant la nature du sujet qui sera remonté. Et donc, je pense que il y a un vrai enjeu et qui devrait, j'espère, pousser les entreprises à être les plus incitatifs possibles sur leur dispositif et faire encore plus d'efforts qu'aujourd'hui pour rassurer les gens, les convaincre de l'efficacité du dispositif, de l'efficacité des mesures de protection. Tout à fait. Oui, Raphaël. Et nous, on communique aussi pas mal sur le fait que, évidemment, on préfère traiter d'abord l'alerte en interne, mais de manière extrêmement récurrente, on collabore aussi avec les autorités externes et on fait suivre l'alerte et le signalement traité en interne, acquis de droit, que ça soit, alors beaucoup dans notre secteur d'activité, évidemment, les agences régionales de santé, mais aussi les ordres de certaines professions de santé, les parquets, évidemment. Voilà, où on a aussi cette culture de partage à la fois de la réception et du traitement des alertes. Mais je suis d'accord qu'il y a un challenge énorme aussi à capter et arriver à traiter dans un premier temps l'alerte avant qu'elle parte à l'extérieur, encore une fois, pour résoudre le plus vite possible le risque quand le préjudice n'est pas encore réalisé complètement. Merci Raphaël. Alors le webinaire, la session locale touche bientôt à sa fin. Il nous reste plus que 3 minutes. Est-ce que vous avez, Nicolas ou Raphaël, de bons conseils à donner aux entreprises françaises qui nous écoutent aujourd'hui sur la mise en place de dispositifs d'alerte interne? Est-ce que vous auriez des conseils à partager, des bonnes pratiques, votre mot de la fin? Raphaël, vous voulez... allons-y alors. Non, peut-être deux choses. Même si c'est un point qu'on a évoqué plein de fois, la formation, je pense que c'est essentiel. Et c'est essentiel à 2 niveaux. C'est essentiel pour l'ensemble des équipes, pour qu'elles sachent concrètement de quoi on parle, ce qu'elles peuvent faire, comment ça va se passer, à nouveau pour les rassurer, les mettre en confiance, mais aussi pour les personnes qui vont recevoir et traiter des alertes. Et sur ce deuxième point, je pense que ne pas se limiter aux équipes compliance et à ceux qui sont vraiment les professionnels du sujet, parce que ça va bien se passer et c'est leur métier. Mais de penser que les managers vont aussi être dans la boucle et que eux aussi,
vont devoir respecter la loi et toutes ses obligations. Et souvent, on se rend compte que c'est à ce niveau-là qu'il peut y avoir des lacunes, avec je reviens de recevoir une alerte et je suis un peu dans l'émotion de ce qu'on vient de me dire et je balance le mail avec 10 personnes en copie sur machin vient de me dire. Et là, on casse tout, enfin on casse tout, enfin on prend plein de risques. Et donc je pense que la formation pour les équipes et pour tous ceux qui vont traiter, ça me semble être un sujet important. Et puis quand il y a des investigations, les faire par des gens qui savent le faire. Pareil, la formation, une communication claire, courte sur les canaux d'alerte. Et puis ensuite, c'est peut-être un peu tarte à la crème, mais je pense que c'est un peu le fondamental, c'est le véritable engagement de l'instance dirigeante sur ces sujets. La communication des dirigeants de l'entreprise sur ces sujets pour expliquer simplement qui prend en charge, expliquer qu'ils interviennent en phase finale parfois de traitement des alertes, notamment quand ça concerne potentiellement de top management et qu'il y a un sujet d'exemplarité de tous au sein de l'entreprise et que les alertes sont traitées de manière équitable. Mais voilà, aussi de renouveler, que les dirigeants renouvellent à la fois leur confiance dans la pertinence du dispositif et dans les personnes qui ont à le traiter. Évidemment, pour ça, les formations de ces personnes-là, et en effet, pas qu'au sein des directions compliance, on n'est pas toujours légion. Voilà, s'appuyer sur les compétences de tous, c'est évidemment essentiel et former sur ces sujets. Merci. Alors, il y a une dernière question. Est-ce que vous avez des solutions prestataires à recommander pour servir de plateforme d'alerte et de système de gestion des cas? Alors oui, il existe des prestataires sur ces sujets-là, et notamment EQS Group, puisque nous sommes organisateurs de l'événement, mais nous sommes également prestataires de solutions digitales pour les professionnels de la conformité. Et on propose entre autres des plateformes digitales pour recueillir et gérer ces alertes. Donc, je vous invite à visiter notre site www.eqs.com et puis vous verrez les solutions qu'on propose aux responsables de la conformité. Alors, je remercie vraiment tout le monde, les participants à ce webinaire. Je remercie également Raphaël et Nicolas pour votre partage d'expérience que je suis sûre que l'audience aura apprécié. Et je remercie tout le monde. Et je vous dis à bientôt pour un prochain webinaire. Pour ceux qui ne nous connaissent pas, nous organisons de manière régulière des webinaires où on invite des experts comme aujourd'hui à venir partager leur expertise sur les sujets qui vous touchent au quotidien. Donc, on ne manquera pas de vous informer. Aussi, je le rappelle, le rapport 2021 sur les alertes professionnelles est disponible sur notre site internet. Et je vous dis à très bientôt, à un prochain webinaire. Merci encore. Au revoir. Merci, au revoir. Merci à tous. Au revoir.